Dijon, 1513. Suite à la guerre d'Italie développée dans l'épisode précédent, la ville devient une cible pour le Saint-Empire romain germanique, les Allemands quoi. D'ici 3 mois, la ville sera assiégée. Pour vous donner une idée, Dijon en 1513, c'est 14 000 habitants, 150 pièces d'artillerie légère, 165 arquebuses, 350 arbalètes et 500 gardes, le tout protégé par une enceinte. Grâce au travail de l'architecte international Germain Gallet, qui m'a très aimablement autorisé à utiliser ses reconstitutions, je suis en mesure de vous montrer une vue de cette enceinte disparue. Nous aurons dans l'avenir l'occasion de parler plus avant de l'œuvre de cet artiste pratiquant le premier des arts. Vous reconnaissez la ville actuelle avec la place d'Arcy, la place de la République, la place du 30, la place Wilson, et voici donc la reconstitution de cette enceinte. Et oui, force est de constater que c'était bien plus petit qu'aujourd'hui Dijon. La ville en elle-même était donc protégée par une ceinture de remparts percée de 11 portes, ces points de passage favorisant le développement de bourgs depuis celle-ci. L'enceinte est ponctuée de 18 tours, chacune comportant une réserve de poudre, 2 canons avec 36 boulettes fontes, ainsi que 2 arquebuses avec une réserve de 50 balles. L'enceinte de Dijon en 1515 était pour son époque architecturalement obsolète, car datant du XIIIe siècle, soit avant l'avènement des armes à poudre. De plus, elle est quadruplement affaiblie par l'inconscience de la municipalité de l'époque, investissant très insuffisamment dans primo, la modernisation des remparts, qui est d'ailleurs tout juste capable d'accueillir de l'artillerie. Deuxio, le simple entretien des remparts. Tertio, la modernisation de l'artillerie, qui est à ce moment-là composée que de vieilles pétoires qui sont qui plus est en très mauvais état. Quattro, les douves, qui sont censées maintenir à distance les ennemis, sans parler des engins de siège comme les tours, sont quant à elles quasiment comblées par des siècles d'ordures et de sédiments. Le principal point fort des remparts, c'est le château, avec sa garnison de 100 soldats et 11 canons. Mais pour en savoir plus sur celui-ci, je vous invite à jeter un œil à la série qui lui est dédiée. À l'intérieur des remparts, la ville est quant à elle judicieusement organisée. En effet, elle est alors divisée en 3 quartiers, chacun possédant un capitaine supplé de 8 adjoints. Leur tâche étant de prévenir et rassembler la population en un point de ralliement prédéfini. La place Saint-Michel, la place Émile Zola et une place disparue qui se trouve aujourd'hui rue de la Préfecture. L'alarme de la ville étant la cloche de Notre-Dame. Le tout étant commandé depuis le château, centre névralgique de la ville, mais aussi de la province, dirigé par un gouverneur. Nous voici arrivés au mois de juin 1513. La Trémouille arrive à Dijon avec ordre de préparer la ville au siège à venir. Ce vétéran des guerres d'Italie, aguerri au combat, ne vient pas seul. En effet, il amène avec lui 4000 fantassins, accompagnés de 600 chevaux. Alors, comment préparer une ville à un siège ? La première chose à faire dans l'immédiat est de dresser un nouvel impôt auprès de la population pour financer de toute urgence les travaux à réaliser sur l'enceinte, avec la réparation des murailles, l'élargissement des meurtrières, la réfection des brèches des murs, la création de remblais de terre derrière les murailles pour contenir les brèches éventuelles, l'établissement de plateformes et échafaudages pour placer la grosse artillerie, l'érection de remparts supplémentaires. On s'occupe également des portes de l'enceinte en les condamnant toutes à l'exception de la porte Guillaume, actuelle place d'Arcy, la porte Douche, aujourd'hui pont ferroviaire dont l'existence de portes fortifiées passées est soulignée par 2 médaillons aux effigies de la ville et de la Bourgogne, la porte Saint-Pierre au niveau de la place Wilson, et la porte Saint-Nicolas au niveau de la place de la République. À l'intérieur de la ville, on s'organise également. On supprime les toits de paille pour prévenir tout incendie. On met en sûreté le trésor de la ville et les inventaires de procès au Parlement. On fait le décompte de toutes les armes et on ordonne la fabrication de nouvelles pour armer la population. Au final, on parviendra à avoir 600 habitants en armes. On accumule également le plus possible de bouffe, de quoi tenir 6 mois. On met aussi en route les moulins pour la composition de la poudre et on accumule des munitions. En parallèle, on institue aussi le guet, de jour comme de nuit, tant aux portes de la ville que dans le clocher de Notre-Dame. Toute la population doit se succéder à faire le guet, notamment pour prévenir les mouvements de panique des faubourgs, courant se réfugier à l'intérieur de l'enceinte. On institue un code d'alarme à la cloche de guet de Notre-Dame, le nombre de coups indiquant quelle porte va être attaquée. 1 coup pour la porte Guillaume, 2 coups pour la porte Douche, 3 coups pour la porte Saint-Pierre et 4 coups pour la porte Saint-Nicolas. Pour éviter de perturber ce code sonore, en plus de risquer d'empêcher d'entendre les sons des ennemis, on tue alors tous les chiens errants ainsi que les gros chiens.
et les cloches ont défense de sonner durant la nuit. Et pendant ce temps, 32 000 Suisses rejoignent leurs alliés allemands à Besançon, alors ville allemande. Côté allemand, on a 1000 cavaliers et 4000 hommes, ainsi que 50 pièces d'artillerie, plus un renfort de 2000 francs-comtois. Les Allemands veulent marcher directement sur Paris, mais les Suisses préfèrent passer par la Bourgogne. De par leur nombre, les Suisses l'emportent et l'armée impériale décide alors de marcher sur Dijon. L'armée ennemie coalisée progresse alors au travers de la Bourgogne, saccageant Fontaine Française, le château de Saint-Seine, Lux, Tilchâtel, Marcy, Is-sur-Tille, Mirebeau et le monastère de Bèze. Et oui, quand on a le pape de son côté, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Mais pour comprendre la chose, une fois de plus, je vous invite à jeter un œil à l'épisode sur les guerres d'Italie. Le destin de la ville est désormais scellé, bientôt l'ennemi sera à ses portes. 4 septembre 1513, 2 jours avant l'arrivée de l'armée ennemie, la terrible phase finale du plan de défense de Dijon est exécutée. Les faubourgs situés hors des murs de la ville sont alors incendiés, à l'exception de l'hôpital, aujourd'hui cité de la gastronomie, qui était alors un îlot entouré par louches. Mais alors, pourquoi mettre le feu au faubourg ? Eh ben, tout simplement pour empêcher que l'ennemi ne s'y faufile et l'utilise comme abri. En effet, il aurait pu s'y dissimuler jusque sous les murs de la cité pour pouvoir effectuer un travail de sape des murs, c'est-à-dire creuser en dessous des fondations pour que les murs de la cité s'écroulent. Environ 1000 Dijonnais des faubourgs perdirent ainsi tous leurs biens. Et en ce temps-là, ni assurance, ni aide, ni indemnisation d'État. Imaginez l'horreur de ces grands brasiers entourant la ville, aux flammes d'une dizaine de mètres de haut, à la fumée, à l'odeur du cramé, du travail souvent d'une vie qui partait dans les flammes. Un premier terrible traumatisme pour la population, au moral au plus bas avant même le début du siège. Le tout donnant même naissance à la légende de la Vierge pleurante. Lors de la destruction du faubourg Saint-Nicolas, se trouvant sur l'actuelle place de la République, la destruction de l'église du bourg fut stoppée par les larmes d'une statue de la Vierge. Dans les faits, l'écart de température dû aux incendies avait fini par faire suinter le bois dont était composée la statue. Le pire restait encore à venir pour les Dijonnais. 8 septembre 1513, la cloche d'alarme de Notre-Dame sonne. Les guetteurs ont identifié l'armée ennemie. Arrivant de l'ouest, l'énorme armée de 40 000 hommes se déploie sur les hauteurs de ce qui deviendra la fac. Un emplacement parfait pour arroser toute la ville de ses 50 canons. Et ce, tout en étant hors de portée du château et trop haut pour l'artillerie de rempart. De plus, ces hauteurs avaient également l'avantage d'avoir une source d'eau, qui prendra le nom de la compagnie helvète, la Fontaine aux Suisses, qui existe toujours aujourd'hui. 9 septembre 1513, les canons ennemis vomissent leur premier boulet. Le premier bombardement se concentre sur le rempart Saint-Michel. Le but, ouvrir une brèche dans l'enceinte pour y donner l'assaut. La muraille, dépassée et mal entretenue, donne aussitôt des signes de faiblesse, subissant l'impact de boulets de fer de 3 calibres, 8, 13 et 27 kilos. Comment on le sait ? Eh bien parce que des témoignages de cet instant subsistent encore aujourd'hui. En effet, des boulets ont été conservés et entreposés dans la sacristie de Saint-Michel. Pourquoi des boulets de fer ? Eh bien parce qu'ils sont plus denses que la pierre, 6 fois plus. Les boulets deviennent donc plus petits et réduisent de fait le diamètre des canons, ce qui rend l'artillerie plus petite et du même coup plus transportable. Face au péril de cette brèche, la Trémouille réagit avec une tactique très rusée. Bon, alors pour vous expliquer sa stratégie de façon très simple, on va faire un dessin tout aussi simple. Là vous avez le mur d'enceinte, là vous avez l'intérieur de la ville, et là vous avez l'extérieur de la ville. Quand le mur d'enceinte est détruit, on va pas laisser les mecs rentrer tranquillou, hein. Donc on va inventer un truc pour les retarder. D'abord ce qu'on fait, c'est qu'à l'extérieur, on creuse des douves. Bon, là pour le coup, ces douves-là n'étaient pas entretenues et remplies de saleté avec le temps, ce qui fait que les gars pouvaient traverser sans trop de problèmes. Ensuite, quand le mur commence à montrer des signes de faiblesse, eh ben qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben derrière le mur, on creuse un fossé. Comme ça les mecs quand ils rentrent, eh ben ils vont devoir descendre dans le fossé. Et c'est au moment de remonter pour rentrer dans la ville que se trouve le comité d'accueil, c'est-à-dire des gros bras en armure avec des lances qui se mettent à les poinçonner, mais pas comme dans le métro, vous voyez ? Après, si on a suffisamment de temps devant nous, on peut faire le maxi best-of plus, c'est-à-dire en plus de creuser un fossé,
on construit en plus une barricade au bord de celui-ci, ce qui fait que quand les gars sont au fond du fossé, non seulement ils doivent remonter, mais en plus ils sont face à une barricade avec un gars protégé derrière qui continue de les poinçonner bien comme il faut. Pendant ce temps-là, la population dijonnaise, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben celle qui n'aide pas à creuser ces fameux fossés, eh ben elle se planque, elle est complètement terrorisée par les boulets qui passent également par-dessus les remparts et commencent à détruire les bâtiments. A noter que ces fameux boulets qui s'abattent dans la ville ne feront aucun mort, comme quoi se planquer dans une cave c'est efficace, c'est pour ça qu'on saura bien s'en souvenir en 44. Ces bombardements ne s'arrêteront pas, ils seront sans discontinuer toute la nuit jusqu'au lendemain, le 10 septembre. Je vous laisse imaginer la nuit que les Dijonnais ont dû passer. Le 10 donc, les assiégeants décident d'ouvrir un deuxième front. Un corps de soldats suisses et d'artillerie est alors détaché avec ordre de contourner la ville par le sud, afin d'éviter à la fois les tirs du château, mais aussi de Talent. Le détachement s'installe sur le mont des Chartreux, cette hauteur ayant le grand avantage d'être couverte par l'avancement de la porte Guillaume, et en plus on a une vue bien dégagée sur Saint-Bénigne, chose qui n'a pas changé aujourd'hui. Le double bombardement commence alors. Dijon, prise entre deux feux, subit alors sans discontinuer les bombardements. Faire attaquer de tous les côtés, je me défendais. La Trémouille de son côté envoie des négociateurs, mais ils reviennent bredouille. Et c'est là que la seconde brèche dans les remparts de la ville apparaît. Le fracas de l'effondrement de la seconde enceinte sonnant comme un glas, on décide de faire sortir la statue de la Vierge à l'Enfant de Notre-Dame de Dijon pour lui faire faire une procession solennelle dans la ville. La légende dit même qu'elle fut noircie par la fumée des canons des Suisses. Vous pourrez d'ailleurs en juger par vous-même car elle a survécu jusqu'à nos jours. Dans tous les cas, la fumée des canons suisses se dissipèrent lorsqu'ils cessèrent le feu. Un grand calme se fit alors sur toute la zone. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Et pour cause, les contingents allemands, suisses et franc-comtois se mettent en branle et commencent à avancer vers les brèches. Se rapprochant de la ville, les contingents commencent à subir les tirs de l'artillerie de rempart. Mais les contingents poursuivent leur avancée et finissent par arriver à portée des arquebuses. Malgré boulets, balles d'arquebuse, carreaux d'arbalète, les contingents poursuivent leur avancée et finissent par atteindre les brèches. Le destin de la ville se joue alors. La Trémouille, entourée d'hommes de confiance, de soldats rompus aux campagnes d'Italie, lutte hardiment pour tenir la ville. La lutte est sauvage, mais les hommes de la Trémouille tiennent. Ils tiennent durant un temps semblant interminable, jusqu'à ce que les commandants suisses, allemands et franc-comtois décident d'interrompre l'assaut. Pour ce jour, Dijon venait de réchapper au carnage. Cependant, dès que les contingents ennemis ont rejoint leur camp, les bombardements reprennent. Dijon, 11 septembre 1513. Les premières difficultés de ravitaillement se font sentir dans l'armée ennemie. Les Suisses, n'ayant toujours pas reçu leur paye promise par les Allemands, commencent à manquer d'entrain pour un siège qui dure plus longtemps que prévu. La Trémouille, face à un ennemi supérieur en force et en nombre, ayant pris connaissance du fait que les Suisses étaient sans solde et que des dissensions survenaient entre les différents chefs militaires ennemis, employa alors les seules tactiques possibles, la ruse et la persuasion. Comme dit la maxime, diviser pour mieux régner. Proposer un bon paquet de blé était donc le meilleur moyen de voir les Suisses se tirer. La Trémouille promet donc aux mercenaires suisses un paiement du roi de France en échange de leur départ. Malgré les pressions exercées par les impériaux, c'est-à-dire les Allemands et les Francs-Comtois, les Suisses, eux, se montrent sensibles à cette promesse et acceptent une trêve. Durant l'après-midi, les canons se taisent donc avant de vomir de nouveau leurs boulets le soir jusqu'au lendemain matin. Ce qui nous amène au 12 septembre. Ainsi, le 12 septembre au matin, une nouvelle négociation est lancée, provoquant l'arrêt des tirs et l'établissement d'un traité, le point de rendez-vous étant la source qui prendra le nom de Fontaine aux Suisses. Une délégation sort alors de Dijon, la Trémouille en tête. La Trémouille se trouve donc face aux 3 commandants ennemis. Il y a le responsable des troupes allemandes qui dit « Je suis le commandant des troupes du Saint-Empire romain germanique ». Il y a aussi le responsable des mercenaires suisses qui dit « Salut, je suis le commandant des mercenaires suisses ». Et enfin, le responsable des troupes franc-comtoises qui dit
Eh ben, je suis une petite tapette qui parle à tort et à travers sans qu'on lui demande son avis. Alors elle ferme son bec, la poupole, et elle laisse parler les grands garçons. Eh oui, parce que les francs-comtois à eux seuls n'étaient pas assez nombreux ni même équipés pour faire tomber Dijon, donc ils avaient juste le droit de la fermer. La rédaction de ce traité comprend 8 articles, dont la restitution au pape des terres enlevées précédemment par le roi de France durant les guerres d'Italie, voire l'épisode qui y est consacré, la préservation de la Bourgogne pour 400 000 écus aux Suisses, 10 000 aux impériaux, et les francs-comtois, eux, ils peuvent aller bien se gratter. Ce qui nous fait un total de l'équivalent de 143 millions d'euros d'aujourd'hui. Les Suisses cependant se montrent très méfiants et exigent un acompte immédiat de 8300 écus qui sont réunis en toute hâte par les habitants. Mais les Suisses exigent des garanties supplémentaires, des otages, et vous doutez bien qu'on leur a pas envoyé les clodos du coin. Il s'agit ni plus ni moins que le neveu de la Trémouille et les plus riches bourgeois de la ville, avec entre autres Bénigne-Serre, dont la maison existe toujours aujourd'hui, et Philibert Godran, qui a donné son nom à la rue. C'est ainsi que fut signé ce que l'on appelle le traité de Dijon, qui une fois signé fut résumé par cette phrase de la Trémouille. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant ? La chose se fera dès le lendemain, le 13 septembre, où l'armée ennemie lèvera le siège avant de quitter la Bourgogne. L'armée ennemie laisse derrière elle les campagnes pillées, et Dijon dans un sale état. Les faubourgs sont entièrement à reconstruire, les bâtiments à l'intérieur de l'enceinte sont bien endommagés, et quant à l'enceinte en elle-même, elle est doublement percée, ce qui va pousser à une grande réforme de reconstruction de celle-ci. Chose plutôt compliquée vu que la ville se retrouve à sec question pognon. Quant à la population, elle est traumatisée mais se sent miraculée. Le miracle du départ des Suisses serait dû à la procession de la Vierge et aux prières des Dijonnais. Ce secours du ciel, à la fois inespéré et inattendu, se fait d'une façon indirecte car la Vierge aurait fait échouer l'assaut, évitant toute effusion de sang parmi la population assiégée. Elle aurait également inspiré la Trémouille lors des négociations tout en apaisant la colère des Suisses. Une chose est sûre, les stigmates de ce siège resteront longtemps visibles dans la ville. Pour ce qui est de Dijon, Thomas de Berbizet, dont la baraque existe toujours aujourd'hui, se fait le porte-parole du souhait de commémorer cet événement. Une procession générale commémorative annuelle le jour de la libération fut créée. La statue de la Vierge de l'église Notre-Dame et les reliques des saints vénérés dans la ville seront portées dans les rues chaque année jusqu'en 1720. Pour ce qui est des Suisses, dès le 14 septembre, Louis XII est informé du contenu du traité et le jette littéralement dans ses latrines. La Trémouille n'étant pas assez haut gradée pour légitimer un tel engagement. C'est ainsi que la Trémouille sera désavouée et exclue de la cour pour un bon moment. Les Suisses ne seront donc jamais payés malgré les menaces de mort sur la vie des otages. Mais ces mêmes otages finiront grâce à la Trémouille par être libérés, grâce à son plaidoyer à la cour et à la générosité des familles des otages qui finissent par payer une grande partie de leur rançon. Cependant, la brouille avec les Suisses persistera et marquera les manuels scolaires. En effet, les promesses financières non tenues envers les Suisses auront des conséquences en 1515, lorsque le successeur de Louis XII, François Ier, échouera à négocier un accord avec les troupes suisses qui gardent l'accès au duché de Milan. Et qu'est-ce qu'il y a à 10 bornes au sud de Milan? Marignan. Eh ouais, tout est lié. L'engueulade avec les Suisses durera jusqu'en 1516, date de la signature avec l'ensemble des cantons suisses de la paix perpétuelle, qui prévoit notamment le paiement de 400 000 écus, histoire de payer les frais de l'excursion bourguignonne. Quant à la Trémouille, après avoir retrouvé sa place à la cour, il poursuivra son service auprès de François Ier et se distinguera encore à Marignan, mais il y perdit son fils unique. Le 24 février 1525, François Ier lança une bataille moins connue, celle de Pavie contre Lavie de la Trémouille, où la chevalerie française allait être fauchée par le feu des arquebusiers espagnols, et où la Trémouille périt, tuée d'un coup d'arquebuse à l'âge de 64 ans. Ainsi, le sauveur de Dijon et sa lignée s'éteignirent. Aujourd'hui, le témoignage le plus connu du siège de Dijon reste la tapisserie du siège, exposée aux Beaux-Arts. Le truc est pensé comme 3 cases de BD, montrant l'évolution des événements. Ainsi, on peut voir sur la première case l'arrivée des Suisses. En haut, on peut voir Talent au loin, Saint-Bénigne, avec sa rotonde disparue aujourd'hui. Là, vous pouvez la voir reconstituée par Germain Gallet, l'église Saint-Philibert et l'église Saint-Jean.
Sur les remparts, qui commencent à tomber sous les tirs des canons et qui laissent apparaître le remblai de terre les consolidant, vous avez le drapeau de la Trémouille avec son symbole familial, la roue. On voit aussi un autre drapeau, celui-ci est rouge avec une croix blanche et à proximité se trouve d'ailleurs un type avec une arbalète qui lui aussi est en rouge avec une croix blanche. On pourrait penser que c'est un Suisse, mais pas du tout. C'est le symbole de la milice de Dijon de cette époque. Paradoxal, oui, je sais. Cette troupe est sous le commandement de 2 capitaines de gendarmerie. Alors quand on les voit, oui c'est un fait, ça change du képite de Funès. Il faut dire qu'à cette époque, le terme désigne une troupe d'élite de cavaliers fortement armés. Des gens en armes, des gendarmes donc. Cette troupe d'élite était alors au service du roi, et c'est à la Révolution qu'on a renommé la police militaire de l'époque, qu'on appelait alors la maréchaussée, qu'est apparu le terme gendarmerie nationale, car elle n'était plus au service du roi, mais au service de la nation. Ensuite, on peut voir les assiégeants, avec les Allemands de l'époque brandissant leur drapeau avec l'aigle à 2 têtes, ainsi que leur tente de camping de l'époque. En bas, on peut voir les chefs militaires suisses, dont un porte le drapeau comportant l'ours de Stéphane. Enfin, du canton suisse de Berne, quoi. Puis 2 chevaliers en armure, prêts à charger dans la brèche, pilonnés par les canons, entourés de l'infanterie suisse de l'époque, qu'on appelait les lance-quenets, avec au sol un type qui s'est pris le carreau d'arbalète du type de tout à l'heure. Et non mais vous avez vu ce machin? Non mais sérieux? Ah ouais, non mais partir la fleur au fusil à l'époque, c'était un autre calibre, hein. En fait, ce truc, c'est une mode qui nous vient des armures. Elles avaient une plaque appelée la brague. C'est comme une coquille de karaté, mais version Moyen-Âge, quoi. C'est-à-dire hypertrophiée, en métal, mais finement ciselée. Voire avec carrément une tête sculptée au bout, semblant te dire le mot patriarcat. Ce côté ultra viril eut tellement de succès qu'il se diffusa dans la mode de l'époque. La brague de métal devint la brague en tissu, c'est ainsi que naquit la braguette. Une sorte de poche où stocker des choses, des bonbons, le mouchoir de sa belle, mais surtout ses écus, ce qui veut dire que la braguette contenait littéralement la bourse. Et inutile de vous dire qu'on les aimait particulièrement volumineuses, bien garnies, mais aussi décorées. Les nobles allant jusqu'à les orner de pierres précieuses. Autant vous dire que on voyait littéralement où se trouvaient les bijoux de famille. Non mais regardez ce type, on dirait qu'il nous dit « Hé, la mienne elle est cousue de fil d'or !» Non mais là, franchement, Mr. T, il peut aller se rhabiller quoi, clairement. Heureusement, à la fin du XVIe siècle, on se décide à inventer les poches. Ce qui mit fin à ce truc là. Non mais sérieux, regardez François Ier, le roi d'Angleterre, on dirait qu'ils font un concours de qui a la plus grosse quoi. Bah, c'est exactement ce qu'il faisait en fait, au sens propre comme au figuré. Bon, on va en rester là et passer à la case suivante, qui est marquée par une colonne avec à son sommet un G qui pourrait faire référence à celui qui a commandé la tapisserie, qui faisait partie des otages emmenés par les Suisses. Ce type, c'est Philibert Godran, qui a donné son nom à la rue, souvenez-vous. Sa tapisserie sera d'ailleurs exposée à Notre-Dame auprès de la statue de la Vierge jusqu'à la Révolution, où justement cette statue sera d'ailleurs sérieusement malmenée, perdant au passage ses mains et le petit Jésus. Dans la deuxième case, en haut, on peut voir l'église des Dominicains, aujourd'hui les Halles, mais aussi Notre-Dame avec sa vigie qui avait prévenu de l'arrivée des Suisses, le palais des Ducs avec la tour Philippe le Bon et l'esprit de la Vierge protégeant Dijon. Au milieu se trouve la représentation de la fameuse procession avec la statue de la Vierge telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire avec ses mains et le petit Jésus. Ce sont donc le miracle et la procession qui sont particulièrement mis en scène, car étant central dans le triptyque, tout en étant hypertrophié du point de vue perspective. Les gars sont énormes, comme vous pouvez le voir. Mais cependant, en regardant en bas, on peut voir aussi un coffre plein de pognon emmené par les Suisses. Ils poursuivent leur départ en faisant leur pactage sur la troisième et dernière case. Au centre de cette dernière se trouve la représentation de la négociation de la Trémouille à la Fontaine aux Suisses, avec les Suisses, les Allemands et les Franc-Comtois. On peut notamment voir un des gardes de la Trémouille portant le symbole de celui-ci, la fameuse roue, sur son torse. Au milieu à gauche, la tapisserie bégaye en quelque sorte, parce qu'en effet, on a une deuxième représentation de Notre-Dame. Cette deuxième représentation de Notre-Dame illustre un épisode un peu spécial, car après l'accord du départ des Suisses, un capitaine de l'armée ennemie a demandé l'autorisation de pouvoir entrer dans la ville pour aller prier la Vierge de Notre-Dame de Dijon. Mais en laissant bien le cheval sur le parvis, comme vous pouvez le voir. À mon avis, ce touriste a dû être perçu d'une certaine manière, on va dire, lors de son parcours dans la ville qu'il venait d'aider à dévaster.
Enfin, en haut à gauche se trouve la représentation de la colline de Champmaillot où on peut voir l'ensemble de l'armée ennemie prendre le chemin du retour. Où on peut voir le drapeau de l'Allemagne de l'époque s'éloigner de Dijon. Mais pour un temps seulement, car Dijon aura à faire face à d'autres visites impromptues des Teutons, la prochaine étant en 1870, un peu plus de 3 siècles plus tard. Alors au final, que retenir du siège de Dijon ? Eh bien que, depuis toujours, les Suisses n'ont jamais été des gens fermés à la négociation, pour peu qu'on apporte les bons arguments.